Salut, c'est Christophe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude, je ne vais pas présenter de matos, je ne vais rien présenter du tout. Donc ce que je voudrais dire c'est qu'il faut se méfier de ne pas utiliser toujours le même logiciel que les autres, les mêmes optiques, les mêmes boîtiers. Tu vois, par exemple, si tu es infographiste ou graphiste, ça t'est forcément arrivé lorsque tu regardes les travaux d'autres de tes confrères, de tout de suite reconnaître les méthodes, les filtres, par exemple Photoshop utilisés. Là, des fois tu vois des visuels, tu reconnais tout de suite le filtre qu'a employé la personne. Tu dis tout de suite tiens machin. Alors pour moi le pire c'est le filtre halo. Alors ça c'est une horreur. Je trouve que quand tu identifies ça sur un visuel, sur une photo, enfin sur un visuel, tu vois c'est plus que la photo parce que c'est du montage. Quand tu identifies ce genre d'effet sur un visuel, je trouve que ça décrédibilise complètement la photo. Tu vois. Donc il faut vraiment se méfier de ce genre de choses. Tu vois, et je te parle de ça, c'est pour te dire qu'en fait, souvent lorsqu'on veut acheter une nouvelle optique, éventuellement un nouveau boîtier, bon un boîtier c'est moins évident. Mais bien sûr on veut utiliser une optique de référence, une optique qui est réputée. Et si elle est réputée, c'est parce qu'elle a été documentée, elle a été utilisée par beaucoup de gens. Et donc, par ce biais, j'allais dire en négatif, les optiques qui sont plus, j'allais dire, à la mode, sont déconseillées. Parce que, je sais pas, ils sont réputés pour pas donner un piqué extraordinaire, ils sont pas réputés pour corriger, enfin ils sont réputés pour avoir des défauts d'aberration chromatique ou ce genre de choses, aberration chromatique mal corrigée ou alors une correction qui est un peu obsolète. Je pense notamment justement aux optiques, aux objectifs de l'époque argentique. Mais justement, moi c'est au contraire un facteur qui me fait aimer ce genre d'optique. Une optique que personne va employer, eh bien ça va aussi te permettre d'avoir un rendu que les autres n'ont pas, que les autres ne produisent pas. Donc c'est pour ça que je te recommande de te méfier un petit peu de ça. Et de ne pas hésiter à sortir un petit peu des routes toutes tracées pour aller dans des sentiers un peu éloignés justement de la route principale pour explorer l'usage d'optiques anciennes. Par exemple, tu trouveras pas mal de topics sur les optiques de marque Jupiter qui sont réputées pour avoir un flou de bokeh tournant, c'est-à-dire que par exemple si tu fais un portrait avec une très faible profondeur de champ, eh bien le flou d'arrière-plan, tu vas avoir un effet un peu comme si, comment dirais-je, un effet de tourbillon en quelque sorte, enfin, un effet tournant. Et moi je trouve que c'est au contraire une qualité, parce que ça va te donner une facture à ta photo que même via un traitement logiciel, tu aurais beaucoup de mal à obtenir. Je t'invite à imaginer les voies que ça t'ouvrirait si tu utilisais des optiques justement un peu entre guillemets dit exotiques, sous-entendu voilà, qui ont un certain âge, etc. Tout récemment, je lisais un article super intéressant sur un photographe qui était spécialisé dans la prise de vue macro, et il expliquait l'un de ses setups principal, son setup principal, et en fait il utilisait un soufflet macro. Enfin, c'est un soufflet, un système de soufflet qui greffait sur son boîtier, adapté à son boîtier, et il mettait un 100 mm ou un 50 mm, je sais pas. Bon, admettons un 50 mm macro, mais une optique qui avait 40 ans d'âge. Et en fait, via ce setup, bon, bien sûr, il maîtrisait parfaitement sa prise de vue, hein, donc en fait, bien sûr, l'image était parfaitement nette, etc. Mais tu vois, c'est un photographe professionnel et il n'hésite pas à utiliser son propre setup. Il ne se soucie pas de savoir si on va le juger parce qu'il utilise la dernière optique macro qui vient de sortir de la marque de son boîtier ou par tel fabricant généraliste, Sigma ou Tamron. Non pas que ces marques ne font pas de belles optiques, au contraire, justement, aujourd'hui, j'allais dire, elles font des optiques tellement parfaites que j'allais dire, c'est des optiques sans surprise.
Et comme je te disais tout à l'heure, une façon de produire des images différentes aussi, c'est d'employer des workflows, des setups différents, un peu. Non pas qu'il faille faire que ça non plus, hein. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu jettes toutes tes optiques de qualité assez récentes et que tu rachètes des vieux cailloux. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Je te dis simplement, je partage avec toi simplement le point de vue que dans sa besace, j'allais dire, d'avoir quelques optiques, un ou deux optiques un peu particuliers que tu maîtrises, ça peut contribuer à ta facture, à quelque chose qui peut te rendre aussi identifiable et entre guillemets à sortir du lot un petit peu. Tu vois, pour ma part, moi j'aime bien utiliser, je suis amoureux de cet objectif, donc c'est le 85 mm 1.4 de Pentax. Donc c'est une optique que à l'heure actuelle, donc en 2016, ils n'ont toujours pas, j'allais dire, remis au goût du jour, réédité, j'allais dire, hein, selon les standards de qualité des capteurs d'aujourd'hui. Mais déjà, ça n'empêche que ça reste une optique extraordinaire. Moi, je l'ai depuis quelques années, cette optique. Et je regardais, je suis toujours un petit peu, j'aime bien regarder comme ça sur eBay les optiques qui sont proposées à la vente. Et je voyais que cette optique, certains la proposent à 1500 €. Alors certes, là on peut rentrer dans un autre débat qui n'est pas l'objet de cette vidéo, de j'allais dire la surcotation de certains objectifs. Moi j'irais plutôt de la spéculation. Ça c'est plutôt une opération de spéculation. Mais en général, bon, le 85 mm sur eBay, tu le trouves à 1100 €. Bon, moi je l'ai acheté à un prix bien moins élevé il y a quelques années. Mais cette optique, c'est un objectif autofocus. Et c'est une optique vraiment extraordinaire. Elle ouvre à 1.4, puis surtout je trouve qu'elle a une luminescence au niveau des couleurs qui est incroyable. Et souvent je fais des photos avec cette optique. Et j'ai même pas besoin de resaturer les couleurs. Ou alors très peu quoi. Mais cette optique, et c'est l'objet finalement de cette vidéo, je trouve que cette optique a vraiment une signature, enfin quelque chose, un goût, une saveur qui lui est propre et que je suis sûr je ne retrouverai pas dans une focale fixe, parce que par exemple Sigma a fait une focale fixe d'une focale équivalente, donc il y a cet objectif, le 85 mm 1.4 de chez Sigma, existe en monture Pentax. Nul doute que c'est une optique extraordinaire. Mais si tu veux, ce qui m'interpelle, c'est le fait de dire, ouais, si je fais les photos avec les mêmes optiques que tout le monde, bien sûr, je vais obtenir le même rendu. Et c'est ça en fait qui m'interpelle. Tu vois, quand j'étais infographiste, parce qu'aujourd'hui je me considère plus comme infographiste parce que j'en fais plus du tout. Donc quand pardon, excuse-moi. Quand je faisais la création visuelle, à l'aide de Photoshop par exemple, ou entre autres, moi je me méfiais vachement de tout justement ce qui était filtre, tout ce qui était, voilà. Et je me souviens que même pour des typos, des choses comme ça, je préférais encore dessiner un titre à la main, le scanner et l'incorporer dans mon visuel. Parce que d'ailleurs, les typos, c'est un exemple flagrant. Bien sûr, il y a des effets de mode, ça c'est normal en fait, il y a toujours des effets de mode. Voilà. Mais quand tout le monde emploie les mêmes typos, quand tout le monde utilise les mêmes filtres, bah, au final, ça atténue ta créativité. Tu vois, tu te lances dans un super visuel, mais j'allais dire ta créativité, elle est rabaissée parce que tu utilises les mêmes typos que tout le monde utilise puisqu'elles sont implantées sur ce logiciel, par exemple. Pareil pour les filtres. Donc je me méfie de tout ça. Tu vois, par exemple, je me souviens il y a plus de 10 ans, un des petits effets à la mode, voilà, c'était par exemple cette espèce de... tu avais un titre et puis alors à l'aide d'Illustrator tu faisais un effet comme ça, comme si tu soulignais avec un crayon gras, etc. ton titre. Hormis du fait de la pertinence esthétique, plastique de la chose, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à un moment donné, voilà,
Si tout le monde utilise les mêmes outils, bon, tu auras le même rendu. Moi je me souviens que des fois pour avoir des effets de matière qui m'étaient propres, je changeais de côté. Pour utiliser des effets de matière qui voilà, propres, originales, bah, je préférais encore utiliser par exemple de l'encre offset que j'étalais sur des feuilles, donc de différentes textures, de différentes couleurs, avec une spatule ou avec des pinceaux ou ce que je trouvais, et les scanner. Bah parce que justement je me dis bah, cet effet là, ce truc là, encore une fois en faisant abstraction de sa qualité plastique, je me disais bah ouais mais voilà, vu que c'est moi qui l'ai fait à l'instant T, je serai le seul à l'avoir. Et dans la photo je retrouve ça. C'est vrai que bien sûr c'est normal, les outils vraiment qualitatifs et adaptés, alors ça peut être pour retraiter un reportage photo en entier, par exemple, il n'y en a pas 10 000. Il y en a pas 10 000. Il y a différentes solutions qui existent. Tu as un leader, que je ne vais même pas nommer. Bah, d'ailleurs, j'utilise cette solution. Mais à un moment donné, je trouve qu'il faut se méfier de ça. Tu vois, faut garder un peu l'esprit ouvert. Ouais, typiquement, moi je m'interroge. Parce que je vois souvent passer des objectifs soft focus, principalement le 85 mm, parce que 85 mm en 24-36, c'est l'optique un peu reine pour le portrait. Et à l'époque de l'argentique, c'est pas toujours évident de retoucher des textures de peau, etc. Et eux, ils avaient aussi bien présent à l'esprit que quelque part, passer des heures à retoucher des photos, c'était aussi du temps justement en moins à faire de la photo. Et donc à l'époque, il y avait des objectifs dits soft focus, principalement sur la focale du portrait, donc 85 mm. Donc tu trouves encore beaucoup de ces optiques d'occasion. Et donc moi je me demande si je ne veux pas m'acheter le 85 mm 1.8 autofocus de chez Pentax en soft focus. Alors en gros la particularité de cet objectif, c'est que bien sûr, admettons si tu fais un portrait, tu vas faire la mise au point sur les yeux. Mais en fait très vite, si tu veux, la zone de netteté elle va être très peu étendue. C'est-à-dire que tu fais la mise au point sur les yeux, mais très vite au niveau du visage, tu vas avoir un aspect, cet aspect un peu laiteux, un peu un halo, un peu flouté en quelque sorte, tu vois. Comme si aujourd'hui on disait, bah tiens, tu vois, c'est terrible parce qu'en plus on utilise les mêmes mots pour... le mot du filtre est devenu un terme standard, comme si tu appliquais le filtre flou gaussien de Photoshop. Donc l'objectif soft focus, eh bien, te permettait de faire un portrait où tu avais la netteté, un plan de netteté extrêmement réduit. Et en dehors de ce plan de netteté, tu avais un flou progressif. Et donc, surtout sur les portraits féminins, bien sûr, ça te permettait d'effacer de facto, hein, via le flou produit, via l'effet de flou produit, les effets de peau, de rides, etc. Et même si d'un côté on peut trouver, si tu fais une recherche sur le net, peut-être que je mettrai d'ailleurs un lien, je vais essayer de trouver sur Pinterest un peu une collection d'images, je vais voir un peu ce qu'il y a. Je vais essayer de te mettre un lien en dessous. Même si tu peux te dire tiens c'est un peu too much comme rendu, ce qui m'intéresse moi c'est que c'est un effet qu'aujourd'hui c'est assez difficilement reproductible. Tu peux le faire mais tu verras toujours la patte du traitement numérique, tu vois. C'est aussi ça le sujet de cette vidéo. Moi ce que j'aime pas c'est à l'époque où je faisais des visuels, de l'infographie, j'aimais pas que l'on puisse voir, même si c'était inévitable en fait, la patte du traitement numérique d'un logiciel. Tu vois, j'aime bien, voilà,
qu'on garde un peu le côté original de chaque personne en fait, tu vois. Et donc c'était bon. Peut-être que je vais voir au montage que cette vidéo, les propos sont peut-être un peu confus, un peu. Mais bon, je voulais partager ça avec toi. Je voulais te dire, faut se méfier de l'outil numérique. Je suis absolument pas passéiste. Hein. Tu sais, quand tu te souviens à l'époque en labo, pour détourer une personne, c'est l'extraire de son contexte de prise de vue et le mettre sur un fond blanc. Bon, l'histoire que c'était là avec la gouache ou les filtres, les films inactiniques, bah t'as aucune nostalgie, hein. Moi j'ai aucune nostalgie de ça. Mais ce qui m'interpelle, c'est, je me dis, mais si tout le monde utilise les mêmes logiciels de retraitement d'image particulièrement, les mêmes objectifs, les mêmes marques d'appareils, il y a cette espèce d'uniformisation. Et puis quelque part, voilà, ça me gêne un peu, quoi, tu vois un peu dans le même ordre d'idée, et ça je pense que j'en ferai une vidéo, quoi, parce que quand j'étais vendeur photo, je travaillais dans une boutique photo à un moment donné, c'était une super expérience. Et bon, alors les gens, des fois tu voyais une personne qui s'attardait devant une vitrine où étaient présentés les réflexes, différentes marques justement. Et puis alors, bon, voilà, tu demandes à la personne si tu peux la renseigner, etc. Et la personne te pose la question là, sur un ton de confiance ultime. Monsieur, là, je vois du Sony, je vois du Nikon, je vois du Canon, je vois du Pentax, je vois de l'Olympus. Là-dedans, c'est qui le meilleur? C'est quoi que, voilà, si je veux être sûr de mon choix, c'est quelle marque il faut que je prenne? Moi, c'était toujours un propos un peu qui me donnait. Je répondais toujours la même chose. Je dis, bah, écoutez, à l'époque de l'argentique, vous aviez 40 marques au moins de fabricants de réflexes. Si aujourd'hui vous en avez que 5 ou 6 qui en gros ont survécu, c'est que tous ils sont bons. Alors après c'est plus une question de preuve sociale. Et donc pour refaire le lien avec notre sujet, justement il faut aussi s'extraire de ça. Je vois depuis justement la numérisation de la chaîne graphique. Bon alors aujourd'hui si tu te dis infographiste et que tu n'as pas un Mac, ça va pas quoi, tu vois. Si tu n'as pas un Mac et que tu n'es pas habillé en noir de la tête aux pieds tous les jours de l'année, ça va pas quoi, tu vois. Bon, ça sent un peu le renfermé quoi ça. Donc je me dis bah ouais, bah utilise un PC, utilise ce que tu veux. Non pas que Mac c'est de la merde, hein. Encore une fois c'est pas du tout ça mon propos. Par contre à t'habiller en noir tous les jours de l'année, c'est mec, faut arrêter ça. Et donc, tu sais moi ce qui me ferait kiffer, ce serait que par exemple sous Linux, il y ait un portage de Lightroom par exemple, ou alors un équivalent de Lightroom. Enfin je sais qu'il y a déjà des solutions équivalentes à Lightroom, hein, partiellement ou gratuites, enfin certaines sont gratuites, d'autres partiellement, compatibles Linux si je ne m'abuse. Mais voilà, moi faut se libérer de tout ça, faut sortir de ces voilà, en fait c'est ça, faut sortir du cadre. En fait tu vois, j'aurais dû commencer ma vidéo comme ça. Faut apprendre à sortir du cadre, faut savoir utiliser les outils standards du marché, hein, tu vois. Mais faut pas rester enfermé dans ce cadre, faut savoir s'en extraire. Pour s'ouvrir de nouveaux horizons, de nouvelles pistes de créativité. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Enfin voilà, bon, j'espère que je me serai fait comprendre. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker. Bien sûr, tu peux donner ton avis en commentaire. Bon, ce que j'aimerais, bien sûr, évidemment, c'est des avis constructifs. Hein. Tu peux ne pas être d'accord. Bah bon, faut éviter un avis, j'allais dire, passionnel. Bon, à moins que tu sois vexé parce que toi tu t'habilles tout en noir et là oui tu peux me traiter de connard.
Mais sinon, non, voilà, si tu peux me donner un avis, ton point de vue constructif, ça peut être sympa, ça peut alimenter la machine, quoi. Donc je t'invite à liker, je t'invite à partager la vidéo, même à ceux que tu sais que ça va emmerder. Et puis tu peux t'abonner à cette chaîne. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.